Vous écoutez Parole de TI, le podcast des dirigeants de TI qui nous font découvrir leurs enjeux et atouts. Ces podcasts mettent en avant ces entreprises de taille intermédiaire qui jouent un rôle majeur dans la performance économique de notre pays. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parole de TI. Je suis Eric Schwaller, associé chez Mazars, et j'ai le plaisir de recevoir Mounim Alami, président de Maréchal Électrique. Nous allons voir ensemble comment Maréchal Électrique a fait face à la situation inédite que nous traversons. Mounim, bonjour. Bonjour Eric, merci de m'accueillir. Mounim, pourriez-vous commencer par nous parler un peu de vous et nous présenter Maréchal Électrique en quelques mots? Je suis président de Maréchal Électrique, société française créée en 1953, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de prises électriques pour usage industriel. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros et compte 500 personnes parmi ses collaborateurs. 90% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export, et notamment aux États-Unis, en Australie, en Asie et en Afrique du Sud. Depuis 2 mois, le pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent, le Covid-19. Quels ont été les principaux impacts opérationnels chez Maréchal Électrique et les impacts financiers provoqués par la crise que vous pouvez d'ores et déjà constater? Évidemment, la crise sanitaire a eu des conséquences sur notre groupe sur le plan opérationnel, d'autant plus que le caractère international de notre présence a rendu la réaction un peu compliquée. Ceci dit, dès début mars, grâce à notre réseau international, nous avons été alertés. Et donc, les premières mesures sur le plan opérationnel étaient d'augmenter nos stocks dans nos usines pour faire face au risque éventuel de pénurie d'approvisionnement. Et puis, nous avons réussi dès début mars à faire venir des masques de Chine pour garder nos usines aussi bien en France qu'en Italie en capacité de fonctionner. Sur le plan de l'organisation proprement dite, il fallait utiliser le dialogue. Donc nous avons beaucoup discuté et dialogué et informé nos collaborateurs dans les usines, ce qui nous a permis de réussir ce maintien d'activité. En réduisant l'activité, je dirais, en réduisant les effectifs présents dans les usines de moitié pour garantir les distanciations nécessaires à la sécurité sanitaire de chacun. Donc cette réduction d'effectifs, naturellement, s'est traduite par une réduction de notre capacité de production et qui, de toutes les façons, était en adéquation avec la baisse de nos arrivées de commandes qui était aux alentours de 50%. Donc notre baisse d'activité et notre baisse de capacité, ils étaient en adéquation. Sur le plan financier, la première réaction était celle de faire attention au risque de recouvrement lié au risque de défaillance de nos clients. Donc nous avons instauré de nouvelles règles de vérification et de contrôle avant prise de chaque commande, et aussi en sécurisant la collecte de nos créances auprès de nos clients de façon encore plus rigoureuse. Sur un plan plus global, naturellement, cette baisse d'activité va avoir une incidence sur nos résultats. Heureusement, le niveau de nos fonds propres nous permet de passer cette crise sans être obligé de passer par la case plan social ou restructuration. D'accord. Pourriez-vous, Mounim, nous dire quel rôle a joué et joue votre politique de gestion des risques financiers en réaction à cette crise? Je dirais que sur ce plan, c'est clair que notre mode de management basé sur la proximité, la souplesse et une prise de décision assez rapide nous a permis de prendre les bonnes décisions au bon moment sans être encombré par des procédures ou par des couches administratives. Donc, sur le plan pratique, tous les patrons de pays ont eu carte blanche pour prendre les bonnes décisions locales et également pour se conformer aux directives et prescriptions gouvernementales en matière de sécurité et d'hygiène de chaque pays. Sur le plan du risque financier pur, je dirais que chaque filiale est dotée de fonds propres et d'une autonomie de gestion
et un niveau de trésorerie relativement confortable et qui lui permettait en permanence de faire face d'abord à ce coût de fonctionnement, mais heureusement pendant cette crise-là, ce niveau de fonds propres de chacune des filiales était certainement la clé qui a permis à chacune, donc pour le moment, de vivre et de fonctionner dans des conditions, je dirais, plutôt à peu près normales. Je rajouterai que sur le plan des dispositions mises ou proposées par chacun des pays aux entreprises, nous avons fait l'exercice de comparer ce que proposent par exemple les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie et la France, et il est clair que nous avons pu bénéficier plutôt des dispositions d'aide et de soutien du gouvernement français pour la société marché électrique SAS, la société française tête du groupe. En revanche, pour ce qui concerne nos filiales en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, les procédures de mise en œuvre sont beaucoup plus complexes et sur le plan pratique, elles ne sont pas très avantageuses. C'est plutôt les aides françaises, elles sont beaucoup plus avantageuses, notamment en matière d'aide au chômage partiel. Quels sont les principaux leviers financiers auxquels vous avez eu recours pour passer cette première phase de la crise? Endettement, fonds propres, augmentation de capital, plan d'économie? Comme expliqué précédemment, le principal levier financier qui nous sert à passer cette crise, c'est plutôt nos fonds propres. En matière d'endettement, nous n'avons pas eu recours à ni endettement ni augmentation de capital. Et puis naturellement, pour le moment, nous sommes en train d'étudier un plan de réduction des coûts sans passer par la case licenciement ou restructuration sociale, mais au moins pour réduire un peu le train de vie, un peu les investissements, je dirais les reporter, non pas les annuler, et puis revoir un peu à la baisse certaines charges qui nous semblent impossibles de réduire compte tenu du contexte. Comment envisagez-vous la suite? Pensez-vous faire évoluer la résilience de votre modèle? En matière de prévision et comment envisager la suite, je vous avoue que tout le monde est dans le brouillard. Tout ce qu'on espère, c'est que cette crise ne s'éternise pas et que, quelle que soit la durée, qu'on puisse revenir à un niveau normal d'activité. Nous pensons que dans les années à venir, ce niveau-là est loin de revenir au niveau récemment observé. Ceci nous impose de nous adapter aussi bien en matière d'organisation qu'en matière de recherche et développement. Eh bien, merci beaucoup Mounim, et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et les épisodes suivants sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt pour un nouvel épisode.